Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur de Bulo Bulo et Papy. Il a été l'un des rares restaurateurs à ouvrir un établissement cette année. Générique. Salut Étienne, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, très bien. T'as vu le générique, ça rend un peu bien quand même. Hein. Ouais, pas mal. Ça fait pro. On s'est dit que c'était important. Bon Étienne, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir sur le plateau de Tomorrow Food aujourd'hui. On est actuellement pendant le deuxième confinement, d'où les distances entre toi et moi, parce qu'il s'agit de ne pas proliférer le virus. Pour commencer, pour que les gens comprennent un petit peu qui tu es, on va aborder quelques dates clés de ton parcours pour comprendre comment t'en es arrivé là. Ça te va? Yes. Donc on fait un petit retour en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé Étienne en 2015? Et 2015, c'est mon retour à la restauration. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Après, je dirais une dizaine d'années dans des jobs qui étaient vraiment différents du milieu de la restauration, je reviens à mes premières amours en gérant des restos à Paris. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Il y a eu un élément particulier ou... Ouais, il y a surtout eu un énorme ras-le-bol et presque burn-out dans mon job précédent. J'étais en costard à Trocadéro, à faire du web marketing. Classe. Pour des stratégies digitales pour toute la France, pour des marques comme Swatch par exemple. Ouais. Et il n'y avait plus vraiment de sens à ce que je faisais. Donc il est arrivé un moment où je me suis dit merde, j'ai envie de revenir à plus de simplicité, à plus de choses qui me plaisaient auparavant. Moi je faisais des saisons quand j'avais 18, 19, 20 ans, 21 ans. Et ça a été presque une évidence de me dire, merde, en fait je veux revenir à des choses super simples comme celle-ci. Et d'où mon retour à la restauration. Voilà. Et donc là, se passe 3 ans où tu roules ta bosse un petit peu à Paris et on arrive en 2018. Tu ouvres ton premier restaurant, c'est ça? C'est ça, 2018, donc après 3 ans avoir géré des restos pour le groupe La Bonbonnière, donc aussi bien à Paris qu'à Montpellier, des ouvertures de restaurants. Il y avait aussi un projet qui faisait sens, c'est que moi j'ai de la famille dans les huîtres. J'ai grandi au bord de la mer en Normandie et il était arrivé un moment où je me disais merde, putain, je bosse pour des restos qui marchent bien. Pourquoi pas le faire pour moi finalement? Et donc est arrivée l'idée un petit peu de Bulo Bulo assez rapidement. On a travaillé ça pendant 1 an et puis en 2018 on ouvre. Et du coup, c'est quoi le concept de Bulo Bulo? Très simple, on n'a pas réinventé la roue, mais on se disait merde, putain, tu veux manger des huîtres ou des fruits de mer à Paris, en dehors des grandes brasseries qui finalement drainent un public business ou de population plutôt âgée finalement. On s'est dit il nous faut quelque chose d'un peu chill avec notre playlist, avec des produits sourcés directement finalement auprès de ma famille notamment, auprès de bons petits producteurs et faisons-le cet endroit. Voilà, donc c'était un peu ça le postulat de départ. Donc un établissement qui pour le coup est pas très grand, c'est ça la problématique de Bulo Bulo? Il était surtout proportionnel au budget qu'on avait. Donc on a cherché quelque chose avec notre petit budget, on est tombé sur ce local de la rue des Martyrs. Et alors ce qui est très marrant, c'est que moi quand je suis arrivé à Paris il y a 7 ou 8 ans, j'ai emménagé exactement à cette adresse, qui était le 83 rue des Martyrs. Ah oui. Donc on a vu ça comme un petit signe, on s'est dit banco, il est sympa ce local, on y va. Et on a réussi à faire 16 places assises à l'intérieur. Oui, voilà, donc tout petit, mouchoir de poche. Ouais. Pour les gens qui connaissent Bulo Bulo, c'est quand même un exploit de caler 16 places assises dans le local. Ouais, on pourrait dire aujourd'hui que c'est pas spécialement hyper Covid comme configuration, mais ouais. On y reviendra plus tard au fait que Bulo Bulo n'est pas forcément Covid-friendly aujourd'hui. Ouais. Ok, l'ouverture du premier resto, t'en es satisfait, ça va, ça n'a pas été trop galère au départ? Et écoute, non, on a eu beaucoup de chance parce que on a travaillé en fait en collaboration avec Melchior, donc une agence qui nous a aidé à faire un petit peu parler de nous. Et puis au-delà de ça, avec les copains et le bouche à oreille, ça a très vite été assez rempli. Donc on n'a pas eu de problématique particulière en tout cas à remplir et on avait même parfois un peu trop de monde. Donc voilà, c'est des bons problèmes de départ en tout cas. Ouais. J'avoue. Ok, on fait un petit gap 2 ans après, donc là tu as roulé ta bosse avec ton premier établissement, on arrive sur un projet du coup qui a dû commencer à mûrir en 2019 je présume, l'ouverture de ton nouveau restaurant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi, du concept et de pourquoi est-ce que tu as voulu tendre vers ça? Rapidement après l'ouverture de Bulo Bulo, c'est-à-dire que moi j'ai un peu de mal à tenir en place, j'avais une petite frustration, c'était de me dire putain merde c'est super Bulo Bulo, mais moi j'ai plein de copains qui me disent putain c'est bien mais c'est trop cher. Alors c'est trop cher certes parce que c'est du fruit de mer, mais rapidement est venue l'envie de me dire faisons quelque chose d'un peu plus accessible, il nous faut des produits
où tu peux venir, tu peux bouffer pour 12 balles si tu veux, et tu peux bouffer des trucs super bons finalement. Donc on a réfléchi quand même plutôt pas mal, et il y avait quelque chose qui faisait assez sens, c'était la pizza. Je ne sais pas pourquoi, ça revenait quand même assez souvent, et surtout le levain. À Paris aujourd'hui, on n'a quasiment pas de pizzeria qui bosse la pizza au levain naturel. Donc voilà, tout ça a fait son chemin petit à petit. On s'est dit, bon, faisons-le. Finalement, même postulat que pour Bulot Bulot, c'est un petit peu parti d'un manque que nous, on avait identifié. On s'est dit, écoute, on ne trouve pas ce qu'on veut, donc on va le faire. Donc postulat de départ, c'était de dire, OK, on prend un local tout pété, on ne fait pas de déco, et on va venir faire de la pizza au levain avec un copain qui s'appelle Thierry Delabre, qui est un peu le pape du levain en France, qui va nous aider à mettre au point la recette. Et puis allons-y. Donc ça, c'est l'idée de départ, qui a ensuite bien évolué par la suite. Mais en tout cas, c'est parti de là. Et par rapport à l'implantation du resto, moi, j'habite dans le 9e rue Richet. Et ça fait 5 ans qu'on se dit avec ma copine, à part bien élevé dans la rue, il y a vraiment que des restos un peu pourris. Donc on s'est dit, putain, il nous faudrait une petite cantine, finalement, dans cette rue. Et ben voilà, faisons-le rue Richet, ce resto. Voilà. Et c'est là qu'est né Papy. Du coup, le local, tu l'as trouvé, c'était un pur hasard ou tu le cherchais directement dans la rue? Écoute, ça fait 6 mois qu'on ne trouvait pas de local. Donc on est allé voir tous les commerçants de la rue pour savoir s'ils étaient vendeurs. Et Georges, qui est un ancien restaurateur chinois, n'était pas spécialement vendeur. Et puis à force de discuter avec lui, on a réussi à trouver un petit deal et puis à lui reprendre son local. Putain, magnifique. Voilà. Donc là, j'imagine, on est fin 2019, tu valides, t'acquiers, tout va bien. Tu n'envisages pas ce qui va se passer, en tout cas ce qui s'est passé cette année. On va mettre les 2 pieds dans le plat tout de suite. On arrive donc mi-mars. Le gouvernement nous annonce qu'on va tous être confinés, tous les établissements ferment, en l'occurrence les restos, les bars, les discothèques, les hôtels. Toi, t'en es où à ce moment-là avec Papy? Le projet il est clairement sur la ronde de lancement. Hein. Tout est déjà acté, tout est signé, les prêts bancaires sont signés, les devis de travaux sont signés, l'archi est trouvé, et les premiers coups de pioche sont déjà mis dans le local. Donc là, on est 2 semaines après le début des travaux qui sont censés durer 3 ou 4 mois. Et tout s'arrête. Voilà. Donc, je ne suis pas d'un naturel très inquiet, mais là, on a eu une énorme chape de stress qui nous est tombée dessus en se disant merde, en fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait pour Papy et qu'est-ce qu'on fait pour Bulot Bulot, parce qu'à ce moment-là, Bulot Bulot, bien sûr, est ouvert depuis plus de 2 ans et Papy est en travaux. Donc pour d'abord parler de Bulot Bulot, ce qu'on a décidé de faire finalement, c'était de mettre le restaurant sous cloche pendant cette parenthèse qui était un petit peu à durée indéterminée. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et je pense qu'on a bien fait de le faire comme ça, puisqu'on a eu la chance, au-delà des aides de l'État qui étaient là, c'était d'avoir donc un loyer qui n'a pas été réclamé par le propriétaire, après pas mal de discussions avec lui. On a eu la chance d'avoir eu notre assurance perte d'exploitation qui a joué. Donc finalement, on s'en est sorti au mois de juin avec une période blanche, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. On n'a pas eu de perte économique ni quoi que ce soit. Je pense qu'on est 2% des restaurateurs en France à avoir eu cette chance sur tous ces points cumulés en tous les cas. C'est effectivement, aussi triste que ça puisse paraître, aujourd'hui on peut parler d'une chance parce que quand on voit beaucoup de restaurateurs qui, in fine, avec leur bailleur, n'arrivent pas à ne serait-ce que négocier une réduction ou un report, et toute cette problématique autour des assurances. Encore là, au moment où vous verrez cet épisode, ça sera plus tout frais, mais encore là, certains restaurateurs qui se retrouvent le cul entre 2 chaises avec leurs assurances qui leur disent en fait on te met un avenant, ça va te coûter plus cher et tu peux être sûr qu'on te remboursera jamais un seul centime. Enfin bref. Ok, donc effectivement sur Bulot Bulot, une chance que tu fasses une OP blanche, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ouais, et bien heureusement parce que même un restaurant qui a 2 ans n'a pas une trésor extraordinaire sur les comptes. Il y a eu une vraie décision à prendre à mi-mars, fin mars, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on prend le risque de continuer à avoir du staff et de produire et de peut-être vendre dans une très faible mesure et finalement de ne pas être rentable et de perdre du pognon? Ou est-ce qu'on met tout ça sous cloche en se disant que ça va durer que quelques semaines et qu'on prend aucun risque, mais on ne fait pas rentrer d'argent non plus? Donc nous, on a choisi le 2e scénario. Voilà. A posteriori, aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais je pense que la question, elle se pose pour
tous les commerçants, tous les restaurateurs, aussi bien sur ce premier lockdown que sur le deuxième. Et par exemple sur Papy, on y reviendra après je pense, mais je sais toujours pas quoi faire sur ce deuxième confinement. En tout cas, j'hésite toujours à fermer ou à rester ouvert. Voilà. Et donc pour revenir à Papy sur ce premier confinement, les travaux s'arrêtent et ils se sont arrêtés pendant quasiment plus de 2 mois. Les ouvriers ont finalement repris cours en mai. Et ça a bien sûr en cascade derrière décalé la date d'ouverture qui était prévue pour à peu près mai ou juin. On a finalement ouvert le 1er septembre. Donc le plus dur dans tout ça finalement c'est de tenir financièrement parce que le plan de trésorerie il est fait pour des premières rentrées de CA en mai ou en juin. Quand ça tombe qu'en septembre, il y a un gap de 3 mois qui est hyper emmerdant à passer. Et il faut être bien entouré, notamment au niveau de la banque, ou d'avoir un petit peu de cash en arrière pour assurer ça. Et c'est jamais une partie de plaisir que de réunir des ronds que tu n'avais pas prévu de réunir en tous les cas. Donc on a réussi, mais en allant grappiller à droite à gauche ou en réunissant des sommes qui ne devaient pas être réunies initialement, on a bricolé. Voilà, pour pouvoir tenir en tout cas jusqu'à l'ouverture de septembre. Ok, donc les travaux reprennent, comme tu le dis, en mai. Là, tu sais que ça va être chamboulé d'un point de vue financier. Tu trouves des solutions. On arrive sur la réouverture adaptée, certes, avec de nouvelles normes sanitaires et des protocoles à respecter sur l'été. Tu décides de réouvrir Bulot Bulot ? Ouais, je réouvre dès qu'on peut réouvrir. Je crois que c'était, je ne sais plus, en mai ou en juin. Et là, très peu de monde finalement à l'intérieur parce que j'ai pas de terrasse, parce qu'il fait très chaud et qu'il y a un bel été qui s'annonce. Et je crois que ce qui a vraiment sauvé notre saison à ce moment-là, c'est les terrasses Hidalgo. C'est le fait qu'on puisse avoir le droit entre guillemets, de squatter des places de parking. Nous, on a fait faire une super terrasse en bois, hyper confortable, hyper agréable. Et j'ai fait plus des 3/4 de mon chiffre d'affaires de ma saison sur cette terrasse. Donc autant dire que s'il n'y avait pas eu cet aménagement, j'aurais fait une saison vraiment pourrie. Ouais. Tu t'es pas du tout posé la question dès lors que tu as su que les terrasses, que tu pouvais exploiter ces fameuses places de parking, tu t'as pas hésité une seconde à faire une terrasse un peu cool. Il y a pas un moment où tu t'es dit non, on va rester fermé. Non, parce que c'était ma planche de salut. Je savais que j'avais pas le choix. Si je faisais pas ça, c'était on courait vraiment à la cata, vraiment. Donc ça a été vraiment. Je sais pas, ça s'est fait tout seul. On s'est vraiment dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse maintenant. Il faut que nos clients viennent, il faut qu'ils bouffent dehors, il faut qu'ils se marrent, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la joie. Il y en a pas eu depuis 3 mois. Il faut que ça revienne le plus vite possible. Et pour ça, la terrasse, c'était une solution plus qu'idéale, vraiment. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On en arrive du coup au moment fatidique de l'ouverture de Papy. Les travaux sont terminés. Avant qu'on parle un petit peu des sujets liés à l'ouverture, comment tu l'as vécu, toi, en tant que patron d'entreprise, cette ouverture dans un contexte aussi particulier ? J'avais surtout déjà j'avais hyper hâte parce que le projet, déjà depuis mi-2019, je le travaillais. Et là, on est déjà à plus de mi-2020. Donc, au bout d'un moment, quand ça bouillonne sérieusement en tête, il est temps que ça ouvre. Et puis, comme je viens de l'évoquer, il fallait vraiment faire rentrer du cash en plus. Et puis, j'avais surtout hâte de partager tous ces produits qu'on avait imaginés et de voir comment le lieu allait vivre avec des vrais clients à l'intérieur et enfin voir la réelle application de tout ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, beaucoup de hâte déjà dans un premier temps. Et puis on n'a pas été déçus parce que ça a marché dès l'ouverture et ça s'est pas arrêté jusqu'à la date de deuxième confinement en tous les cas. Donc une grande hâte. On va revenir un petit peu, si tu le veux bien, sur tout le process d'ouverture. Comment tu t'es entouré ? Qui finalement a joué un rôle important dans cet établissement ? Pour ceux qui connaissent Papy, il y a une touche, il y a une patte. D'un point de vue architectural, c'est un établissement qui est plus que beau. Je n'ai pas d'adjectif qui me vient là directement. Entre le moment où tu t'es dit « Ok, je vais faire de la pizza au levain » et le moment où tu as récupéré ce local, comment ça s'est passé ? Je veux dire, est-ce que tu as d'abord essayé, toi, de gribouiller, de drafter un truc, ou est-ce que tu t'es directement entouré d'archi, de designers ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je pense qu'il valait mieux pas que je commence à gribouiller quoi que ce soit, parce que ça aurait été assez compliqué. Mais non, en tout cas, il était évident que je pense que nous, restaurateurs, aujourd'hui, on est de plus en plus obligés de baser ce moment restaurant sur de l'expérientiel.
au-delà du contenu de l'assiette, qui pour moi représente que 50% au final de ton expérience restaurant, il est évident qu'il faut ça recréer tout un cocon autour de ce que tu vas manger. Ça va recréer les conditions d'un bon moment. Ça passe par le service, ça passe par la déco, ça passe par le chef que tu choisis, ça passe par le contenu des plats, c'est toute cette alchimie en fait, ça passe par ta playlist, par des dizaines de choses en fait mises les unes au bout des autres. Et je savais vraiment dès le début, comme avec Bulot Bulot, qu'il fallait qu'on ait quelqu'un qui soit un spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est-à-dire un archi qui va savoir imprégner un local de quelque chose dans tous les cas. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de chance en l'occurrence, puisque ça fait quand même plusieurs années moi, que je suis pas mal d'archi depuis longtemps, ce qui est quelque chose qui me passionne, que je suivais un cabinet d'archi qui est basé à Shanghai, qui s'appelle Nerian Hu. Donc c'est un couple qui a une cinquantaine d'années, avec une agence de 90 personnes qui est donc basée à Shanghai. Ils n'avaient pas encore de projet en France, ils font des très beaux projets hôtels et restaurants partout dans le monde, mais des très gros projets, à Londres, à Dubaï, à Hong Kong, etc. Et j'ai envoyé un mail à l'adresse contact@nerianou.com en expliquant mon projet avec mes mots. Et assez rapidement, donc ils m'ont recontacté. Et on a parlé pendant plusieurs semaines, on s'est rencontrés à Paris. Et ils sont venus voir le local. Et on a fini par se dire qu'on avait des choses à faire ensemble. Voilà. Bien plus tard dans le projet, ils m'ont dit que leur représentant du coup à Paris, Laurent, m'a dit que c'était quand même assez hallucinant parce qu'il travaillait jamais de cette façon-là et qu'il répondait jamais aux mails de demande de partenariat sur contact@nerianou.com. Donc écoute, je sais pas pourquoi ça s'est fait, mais tant mieux, et je suis très content. Donc on a aujourd'hui un lieu chez Papy qui a une forte empreinte architecturale et qui fait complètement partie de l'expérience quand tu viens manger chez Papy. Au-delà du plat, tu es imprégné dans quelque chose d'un peu différent, en tous les cas. Voilà, tu es un peu hors du temps. C'était le projet. Ok, donc tu crées ce décor. Par rapport à ton staff, du coup, après, de ce que je comprends, il y a un chef qui a une position quand même relativement importante, qui a une place importante au sein de l'établissement. Comment ça s'est passé ? C'est quelqu'un que tu connaissais déjà ou tu es parti à la recherche d'un cuisinier ou d'un chef qui avait déjà une patte, une touche ? Il était certain en tout cas que dans le projet, très rapidement, on s'est dit que les pizzas c'était chouette, mais nous on se positionne vraiment comme un restaurant de quartier. Voilà. Depuis le début, c'est quelque chose qu'on revendique. Et on s'est dit, si on va avoir du monde tous les midis, des gens qui reviennent toutes les semaines, etc., voire même parfois plusieurs soirs, il nous faut une offre un petit peu plus poussée, en tout cas en termes de diversité. Et on s'est vite dit, il faut qu'on travaille des pastas. Ce serait chouette aussi en fait de travailler des bonnes pastas, parce qu'il y a plein de gens qui font des bonnes pâtes, mais on peut aussi en faire des bonnes à notre échelle. Et on s'est dit, par contre, on veut sortir du carcan un peu italien, en tout cas de la pasta. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas prendre un chef qui viendra un petit peu d'ailleurs, tu vois. On s'est dit, pourquoi pas un chef japonais, ça peut être chouette. Ils ont une pâte, ils ont une touche qui est un peu différente, ils ont leur propre identité, ça peut être assez intéressant. Et je suis tombé sur Akira Sugiura, qui est un chef qui a 39 ans aujourd'hui, qui a été formé au Japon et en Australie, qui a travaillé très longtemps en Espagne et en Italie aussi, pendant 3 ans, à faire que des pastas. Donc en fait, ça tombait plutôt pas mal. Il avait le bon profil. Ouais, il avait le bon profil. On s'est rencontrés, on a beaucoup parlé finalement de valeurs, on a parlé d'éco-table, d'éco-responsabilité, de ce genre de choses. Et ça a matché quand même assez vite. Et donc Akira a aussi rejoint le projet sur tout le volet essentiellement entrée, pasta et dessert. Et le volet pizza restait plus sous la coupe de Thierry Delabre. Voilà. Donc le projet commence à faire vraiment sens. J'avais mon archi, j'avais mon chef, j'avais ma partie pizza. Et je crois que j'avais tous les éléments du bon cocktail qui me plaisait, en tous les cas. Et on s'est dit go. Tout ça s'est finalement assez tard. Parce qu'Akira, on l'a rencontré en juin. Donc au moment même où je commençais les travaux de Papy, c'est-à-dire en février, j'avais aucune idée de qui serait le chef du restaurant. Voilà. Beau pari en tout cas, a priori réussi. Ça me permet de rebondir sur... Tu nous as parlé tout à l'heure du fait que avec Bulot Bulot, tu avais bossé avec une agence pour t'accompagner, pour faire parler un petit peu du projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as refait avec Papy ? Quelle importance tu donnes aux retombées presse, aux réseaux sociaux, ce genre de choses ? Dans les deux cas de figure, c'était quelque chose que j'avais pas forcément imaginé en amont, en me disant que ça allait aller, le concept allait être assez fort pour que ça puisse marcher et que le restaurant puisse se remplir très vite. C'est assez prétentieux d'ailleurs.
C'est ton droit, c'est ton droit. Ouais. Sauf que dans les deux cas de figure, hein, les quelques semaines avant l'ouverture, Petit stress. ah ouais, je flippe comme un taré. Je me dis que j'aurai personne et que ça va être complètement vide et que j'ai besoin d'aide pour le remplir. Donc finalement, je me dis qu'il faut que je communique parce que à chaque fois, dans les deux cas de figure, j'ai l'impression que j'ai un projet qui est intéressant, mais il faut que les gens le sachent. Exactement. En tous les cas. Et j'ai beau avoir des amis à Paris, ça suffit pas pour faire tourner un resto en tous les cas. Donc agence de presse, agence de communication, agence RP, donc deux agences différentes pour les deux projets. Mais je pense que ça a été un sacré coup de pouce. En tous les cas, je suis même convaincu de ça. C'est un sacré budget qu'on peut considérer comme un investissement finalement. Mais moi, en tous les cas, ça a été. On ne saura jamais quelle part de la clientèle vient parce qu'ils tombent dans un magazine ou vient parce qu'ils ont entendu parler de toi ou parce qu'ils sont passés devant le resto. Mais en tous les cas, c'est une bonne façon de s'assurer un bon remplissage de départ. Voilà. Complètement d'accord. Et du coup, lancement du monde au rendez-vous pour Papy. J'ai vu, moi, pas mal de retombées presse, beaucoup de. Nos anciens bureaux étaient juste à côté du restaurant, donc on a pu suivre de près l'histoire. Malgré un contexte un peu particulier, est-ce qu'on peut parler d'une ouverture réussie ? Ouais, grave. Bah, écoute, complètement. Je pense que si j'avais voulu imaginer une ouverture vraiment réussie, j'aurais pu imaginer celle-ci. Donc je suis super content et ça a été surtout beaucoup de soulagement parce que je t'apprends rien. Toi, Léo, tu sais qu'une ouverture de resto, c'est un stress considérable. Oui. On met quand même, pardon pour l'expression, mais on met quand même ses couilles sur le tapis. Ouais. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de stress. Et le premier confinement nous a rajouté, alors que le projet n'était pas encore sorti de terre, une bonne chape de plomb au-dessus de la tête. On ne pouvait plus faire machine arrière en plus. Et donc oui, je pense qu'on peut vraiment parler de réussite, c'est cool. Maintenant, rien n'est joué. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce que les deux premiers mois où je suis complet à tous les services, ça veut rien dire, je pense. Ouais. Ça veut rien dire. Faut pas s'asseoir sur... Non, et puis confinement ou pas confinement, je pense que tout est remis en question à chaque instant. Je veux dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je pense que chaque jour, on doit reprouver à tout le monde que ce qu'on fait, c'est légitime, c'est bien. Te faire passer un bon moment, c'est un travail de tous les jours, de la part de toutes les équipes, avec une pleine motivation, etc. Donc, ouais, très content des 2 premiers mois. Maintenant, à nous de maintenir ce cap pendant très longtemps pour que ça continue comme ça. Ouais. Et toi, Étienne, du coup, comment tu te positionnes par rapport à tes 2 établissements ? Parce que là, tu en as 2, tu n'es pas partout. Est-ce que tu es encore dans l'opérationnel ? Est-ce que tu as des managers dans chacun des établissements ? Comment tu as mis en place cette structure-là, sachant que c'était assez jeune, le fait que tu aies 2 restos ? Alors, c'est assez particulier parce que Bulot Bulot vient d'être revendu il y a 1 mois. Voilà. Superbe. Et du coup, ça me laisse beaucoup plus de temps à consacrer à Papy, qui est quand même assez énergivore. On a 10 salariés. On a une carte qui nécessite beaucoup de travail malgré tout. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... Si, je te rassure, ça a l'air, ne regarde pas. Pourquoi très peu de gens travaillent la pizza au levain à Paris, ou même ailleurs ? C'est parce que c'est un travail considérable de gérer un levain, de gérer une pâte levain, surtout avec des farines bio. On travaille avec beaucoup d'instabilité, en réalité. Le levain, aujourd'hui, comme demain, comme hier, il n'aura jamais la même tronche. Tu vois. Il réagit chaque jour différemment. Les farines bio, elles réagissent toujours hyper différemment également. Donc, tu as plein de gens qui ne veulent pas s'emmerder à travailler comme ça. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, faire des pâtes fraîches tous les matins, c'est du travail, c'est pas quelque chose d'impossible, hein, très clairement. En revanche, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et j'ai oublié ta question, voilà. C'était comment tu t'organises avec les 2 restos, mais du coup, tu viens de nous annoncer que Bulot Bulot a été revendu et que du coup, tu te mettais full-time sur Papy. Et donc, du coup, je reformule ma question. Quel est ton rôle, toi, au sein de ton établissement ? Moi, je suis hyper multicasquette. En réalité, je ne sais pas si le terme chef d'orchestre veut vraiment dire quelque chose, mais c'est plus moi qui coordonne un peu tout ce beau monde. Et très clairement, ils n'ont pas besoin de moi pendant le service, et bien heureusement, parce que je pense que, me connaissant, je suis assez relou quand je m'y mets. Voilà, donc je les laisse tranquilles. Mais en revanche, je suis là tous les matins, tous les après-midi, pour qu'on débriefe ensemble, pour qu'on mette en place des choses, pour qu'on se marre aussi, pour qu'on puisse boire des coups parfois le soir après le service. Et puis mettre en place surtout tous les bons outils pour qu'eux s'épanouissent au mieux et pour qu'eux puissent être assez autonomes dans leur gestion finalement. Donc moi, je me positionne plutôt comme l'initiateur du projet et le coordinateur ensuite de ce projet pour qu'ils aient les mains libres pour s'éclater chacun dans leur métier respectif en tout cas. Voilà.
Ça me permet de rebondir. Tu parlais d'outils, justement. C'est un sujet qu'on a pas mal abordé avec les restaurateurs qu'on reçoit ici chez Tomorrow Food. Pas forcément je te parle pas de logiciel ou de système de caisse. Pour toi, les outils clés dans un resto, c'est quoi aujourd'hui avec tout l'écosystème qui existe? Ça reste assez digital. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, ça devient difficile de se passer de ça, ne serait-ce que pour bosser sur nos plannings et les partager avec tout le monde, pour prendre des réservations, pour que sur ton smartphone, à Montluçon, tu puisses réserver chez Papy à 4h du mat si tu as envie, sans être obligé de nous appeler. Pour la prise de commande, pour la transmission des commandes du pâte vers la cuisine. On parle de choses basiques, mais en réalité, c'est tous ces outils digitaux qui nous permettent aujourd'hui d'être assez sereins et de ne pas consacrer d'énergie à ça, tu vois. Donc ça, c'est les outils plus opérationnels qui sont somme toute très classiques, hein. Il n'y a pas d'exotisme du tout là-dedans. En revanche, moi, de mon côté, je travaille plutôt sur des choses aussi assez classiques. J'ai des tableaux Excel de trésorerie et je bosse beaucoup avec un logiciel qui s'appelle Agicap qui me permet de gérer ma trésorerie plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Et puis sinon, voilà, on a un WhatsApp avec tout le staff, on a un WhatsApp juste pour la pizza, on a un WhatsApp juste aussi avec Akira. Enfin, on a pas mal de WhatsApp croisés entre nous. Tu crées des canaux de conversation. Ouais. Et qui sont assez relax en réalité, parce qu'on s'envoie aussi des conneries sur ces WhatsApp, tu vois. C'est important. Ouais. Donc, non, on est assez classique dans notre façon de travailler, si ce n'est que tout est finalement très digitalisé aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok, très clair. J'aimerais qu'on revienne sur un point qui te concerne plus toi en tant que chef d'entreprise, c'est la question de la motivation. On a vécu une année, là, somme toute, extraordinaire, je pense qu'on peut le dire, extraordinaire pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas qui sort complètement de l'ordinaire. Comment est-ce que tu t'es senti au fil de cette année? Est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment tu étais au fond du gouffre, ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ok, c'est fini, on va pas y arriver, ou est-ce qu'au contraire tu as réussi tout du long à garder, à te dire ok, on va y arriver? Moi, le principal flip, il est surtout financier finalement. C'est-à-dire que si les finances sont rasoirs, sont trop tendus, j'ai tendance à vite hyper stressé, tu vois, parce que je suis pas le seul à être engagé dans mes projets en plus. Au-delà de quelques copains associés, il y a aussi tout l'écosystème du staff, bien évidemment. Donc ouais, bien sûr, je pense que chaque semaine, surtout avec l'année qu'on est en train de vivre, chaque semaine, il y a des périodes d'énormes doutes, de gros stress. Ça revient, c'est très cyclique, hein, ça revient vraiment très souvent. Maintenant, c'est aussi dans quoi on s'embarque quand on monte un restaurant. Je veux dire, c'est inhérent au projet, c'est certain. Mais bon, il faut aussi savoir relativiser. J'ai la chance d'avoir une copine qui est un super bon appui, un super bon soutien. J'ai la chance d'avoir du staff aussi adorable et qui me fait parfois oublier que faut aussi se marrer et que l'enjeu n'est pas si grave, hein. On parle juste d'un restaurant dans une petite rue de Paris avec 35 places assises. Donc il faut aussi relativiser les choses. Mais l'année 2020, en tout cas, m'aide pas forcément à faire baisser mon stress. C'est pour l'instant un météo yoga, Étienne. Ouais, il va falloir. Moi, c'est ce que je me dis tous les matins. Ok, on arrive là, actuellement, là, pendant qu'on est en train de tourner cette émission, on est dans la deuxième, au cœur du deuxième confinement. Là, aujourd'hui, t'en es où, là ? Eh bien, j'ai décidé finalement de laisser ouvert le restaurant Papy. Après réflexion, en me disant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait comme Bulot ? Est-ce qu'on met sous cloche ? On ne parlait pas encore des aides de 10 000 € à l'époque, que j'espère voir venir, on verra bien. J'ai trop de charges fixes aujourd'hui, moi, pour prendre le risque de rester sous cloche. En revanche, il y a aussi une prise de risque à ouvrir parce que ça mobilise du staff qu'il faut bien entendu payer. Ça mobilise des commandes fournisseurs, ça mobilise pas mal de choses. Et donc, pour l'instant, écoute, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On a créé des petits kits en fait à faire à la maison. Tu peux faire ta pizza margarita au levain à la maison. Donc, on fait un kit à 10 balles qui est quand même assez cool, assez chouette, qui marche bien. On a aussi le kit d'un plat qui marchait bien chez nous, le kit des udon, cacio et pépé. Donc ça, c'est des kits, en fait, tu prends ton petit sac au restaurant, tu le fais livrer par coursier, tu fais ça à la maison, tu t'éclates. Voilà. Vente à emporter de pizza le soir. On a 5 ou 6 pizzas au levain que tu peux ramener à la maison, qu'on ne livre pas encore.
Et d'ici quelques jours, on va réouvrir finalement midi et soir pour faire de la livraison de pizza à la maison. Voilà, directement sur tout Paris intramuros. Et donc, livraison, tu vas passer par les grosses plateformes Bah écoute, ça me fait un peu chier, mais je m'étais toujours refusé finalement à Rassure-toi, bosser. je crois que c'est le cas de la majorité des gens qu'on a accueillis. Il y a un moment, ils ont avalé leur salive et ils ont dit ok, c'est la crise, on y va et on est obligé. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé de mon côté. J'ai fait un petit point la semaine dernière avec la banque sur la situation un peu de papy. Pour l'instant, tout va bien, sauf que je pense qu'on ne réouvrira pas avant au moins 2 mois. Et clairement, nous, on ne va pas forcément pouvoir tenir sereinement jusque-là. Et les kits et les pizzas emportées, c'est bien, mais ça fait 10% du chiffre habituel. Donc ça va pas. Ouais. Donc ouais, on va bosser avec Deliveroo sur livraison de pizza parce qu'aujourd'hui, c'est presque notre survie qui va en dépendre. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est des choses que potentiellement tu vas maintenir par la suite ? C'est un sujet, c'est une question qu'on pose pas mal aux restaurateurs. Comment est-ce que tu vois le truc ? Est-ce que tu te dis finalement, il y a un moment où tout ça sera derrière nous et je vais revenir à une situation qui était celle qui était prévue au départ ? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, c'est une perche, une nouvelle manière de consommer qui fait que peut-être que je vais le pérenniser ? Je suis convaincu que ce qu'on est en train de vivre, c'est une parenthèse et qu'il y aura un retour au beau jour de notre activité et que tout ira bien. Il faut juste qu'on sache passer cette parenthèse. En revanche, si je peux ne pas pérenniser ça et que j'ai le luxe de pouvoir le faire, j'arrêterai les livraisons dès que possible. Parce que venir chez Papy, je parlais d'expérientiel tout à l'heure, c'est une expérience, tu vois. Recevoir une pizza Papy dans une boîte, c'est cool, hein, mais il n'y a absolument pas la promesse intégrale de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc ça ne nous représente pas forcément. C'est juste finalement plus un moyen de faire tenir Papy pendant cette durée de fermeture, plutôt qu'un moyen de bien montrer qui on est, puisque ce n'est pas le cas, je trouve. Donc s'il faut le maintenir, on le fera parce qu'on n'a pas le choix. Okay. En revanche, dès que je peux arrêter la livraison, je le ferai, parce que ce n'est pas notre métier premier de faire ça comme ça, quoi. Et justement, tu as mis en place ces fameux kits pour faire la pizza au levain et pour faire les udon cacio e pepe. Est-ce que finalement ça, c'est pas un petit peu essayer de retranscrire l'expérience Papy à la maison en se disant effectivement je vais te livrer par Deliveroo ta pizza dans la boîte, là difficile. On en voit certains qui ont essayé de mettre des petits mots, de mettre des planches de stickers. Je pense à Big Mama qui parfois se donne un mal fou pour essayer justement de créer quelque chose. À l'inverse, le kit pour le coup finalement t'amène une expérience certes qui n'est pas celle de ton resto, mais t'amène une expérience à la maison. Finalement t'as quand même réussi à, d'une manière ou d'une autre, à pas seulement te dire ok j'ai un produit, au lieu de le vendre sur place, je le file à un livreur qui va l'emmener chez lui. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire en tous les cas dans une certaine mesure, mais tu vois, on est en train de mettre en place cette semaine des petites cartes postales qu'on va mettre avec chaque commande, sur lesquelles il y a un lien vers la playlist Papy que tu peux écouter à la maison finalement, tu vois. Canon, ça. Un petit mot manuscrit à chacun de nos clients. On essaye d'une certaine façon de retranscrire un tout petit bout de cette expérience de sincérité, de proximité et de chaleur qu'il y a au sein du restaurant Papy à la maison. Donc oui, c'est une façon de transposer ça, mais moi qui adore aller dans les restos, rien ne remplacera jamais cette expérience de venir au resto, etc. À qui le dis-tu, putain. Ça manque. Hein. J'en veux plus. Je passe tous les jours devant, puis je m'arrête et je touche les grilles. Ça, je me dis bientôt, on va y revenir. C'est long. Hein. Ouais, là, franchement, là, c'est long. Mais j'avoue que c'est rigolo, on en parlait il y a quelques jours. Là, ça commence. Enfin, tu sens vraiment, surtout quand tu es habitué à ça, tu vois, quand tu es habitué à vivre un peu à l'extérieur, et en habitant à Paris, t'es forcément, t'es toujours mieux dehors que dans ton 30 mètres carrés. Mais effectivement, là, je te rejoins complètement, ça commence à devenir un peu difficile, quoi. Je dédicace à la Noce. Mais bref, du coup, voilà. Ok. Là, tu nous as parlé un petit peu de toute ton année, du fait que tu tiens le cap, que tu as essayé de prendre des décisions et que tu es d'une manière ou d'une autre serein, on peut le dire ou pas ? Non, semi-serein pour le moment, puisque j'espère ne pas avoir besoin de faire de PGE, tu sais, les prêts garantis par l'État pour
Donc c'est important et c'est quelque chose que tu n'as pas fait, ça. C'est quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à présent parce qu'on a déjà beaucoup de dettes sur le restaurant puisqu'on vient de l'ouvrir. Ouais. L'idée, c'est d'essayer de ne pas se rajouter de dettes, hein, même de façon décalée, il va falloir les rembourser. Ouais. Donc pour l'instant, pas de PGE. J'espère qu'on sera dans la même situation dans 1 mois ou dans 2 mois. Pas de PGE. Si ça dure plus de 2 mois, je pense qu'il va falloir qu'on y recourt, tu vois, malheureusement. Écoute, vaut mieux ça et rester ouvert et le temps juste de passer cette parenthèse. Bien sûr. Et voilà, mais serein, pas complètement ou pas encore en tout cas. Ok, écoute Étienne, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu toutes tes infos. J'ai 3 dernières questions. La première, c'est est-ce que pour toi, enfin, tu y as déjà un petit peu répondu d'une certaine manière, mais est-ce que pour toi, il y a un avant et un après? Est-ce que tu penses que ça va changer radicalement notre manière de faire? Pas tout à fait, je pense pas. Pour moi, c'est vraiment une parenthèse. C'est vraiment quelque chose qui... on est un peu dans un scénario de science-fiction là, qui n'était pas censé arriver, qui est arrivé, qui prendra fin à un moment donné. Ça prendra peut-être, je sais pas, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je suis convaincu que ce sera derrière nous à un moment donné. Qu'on viendra, je pense que les gens, l'envie et l'engouement des gens pour le fait d'aller dans des bars et des restaurants sera intact, quoi qu'il en soit. Donc non, pour moi, c'est juste une parenthèse. Ok, très clair. 2 dernières questions. La première, celle qu'on pose à tous nos invités. Si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi? Oh putain, vu la gueule de l'année, je vais essayer de te trouver un plat bien pourri. Je sais pas, un sandwich Dona ou un knacky Sandwich purée. Sandwich Dona, c'est vraiment pas mal. Surtout que je pense que ça fait partir des pires choses que l'on peut manger sur la planète Terre aujourd'hui. Merci beaucoup. Dernière question. On essaye d'une manière ou d'une autre de faire venir Alain Ducasse dans notre émission. Bonjour chef. On demande aux invités si jamais on arrive à faire venir Alain Ducasse, est-ce que tu serais prêt à nous ramener une pizza au levain ou nous ramener un udon cacio e pepe? Ouais, mais que si Alain vient le bouffer chez Papy. Ok, très bien chef, vous avez entendu. Étienne, merci beaucoup pour tout. J'espère que ça va le faire. On te souhaite bien du courage et on se retrouve à la réouverture des restos directement chez Papy. Avec plaisir, merci Léo. Merci à toi, à très vite.